Bonjour, aujourd'hui, je voudrais enregistrer un podcast qui s'appelle Business 101. Alors, on a déjà écrit un article qui s'appelle Business 101, mais je voudrais le rephraser pour qu'il soit compréhensible même par des enfants de CM1. Parce que je trouve qu'on n'a pas été assez clair dans ce qu'on faisait à l'investisseur français sur les 10 dernières années. Donc là, il est peut-être un peu temps que ça change. Et moi, en fait, comme je vous disais dans une vidéo précédente, enfin un podcast précédent, moi, j'aime bien le business en fait, pas l'investissement. Et ce que j'aime dans le business, c'est regarder comment les gens font du business. C'est-à-dire, moi-même, je fais pas trop de business, même si j'en ai déjà fait. Et je regarde comment les autres font du business parce que j'aime bien le spectacle. En fait, c'est comme on regarde des films à la télé. Et ensuite, voilà, on aime bien le scénario. C'est exactement la même chose. Et donc, voilà, en fait, en business et en investissement, parce que business et investissement, ça va ensemble, comme le dit Warren Buffett. Donc, c'est pour ça que c'est un génie absolu, évidemment, du business et de l'investissement, Warren Buffett, c'est certain. Je ne suis pas en train de contester ça, évidemment. Euh, En fait, il vous dit, voilà, je le phrasais autrement. En fait, si vous voulez investir dans une bonne boîte, d'abord, vous pigez le business et vous prenez un bon businessman avec. Donc moi, je traduis ça en termes artistiques. Donc vous trouvez un Mozart ou un Beethoven, un truc comme ça. Voilà, Mozart, c'est de la musique douce, très agréable, très talentueuse, très subtile. Beethoven, c'est quelqu'un qui a bossé dur et ça se voit, je veux dire, ça envoie du lourd, hein, Beethoven. C'est aussi une très belle musique. Les deux sont une très bonne façon de faire. Voilà, il y a pas de problème avec ça. Donc vous trouvez un Mozart ou un Beethoven dans le business euh, qui gère un business qui est bon. Alors, soit il est bon parce qu'il y a Mozart ou Beethoven, soit il est bon parce que, en fait, il est tellement bien ficelé, le business. Généralement, ça, c'est les business à la Beethoven. euh, que même si vous mettez une crevette à la tête du business, ça tourne. Voilà. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on trouve un bon business. Et après, il vous dit, bah, si vous voulez faire de l'investissement, vous achetez ça à un prix raisonnable. Bon, quand lui il dit prix raisonnable, ça veut dire franchement pas cher pour faire un gros rendement. Voilà. Donc vous trouvez un Mozart ou un Beethoven du business dans son secteur. Vous prenez ce mec ou cette nana, ça peut être les deux, euh, et vous essayez d'acheter pas cher le truc tout simplement. Voilà. Donc, et ça, vous faites ça dans tous les secteurs en fait. Vous essayez de comprendre ce qui se passe en observant, et vous observez en fait comment se construit un business dans chaque secteur. Donc, vous observez la grande distribution, vous observez les banques, vous observez les sociétés pétrolières, vous observez les sociétés minières, vous les faites toutes, hein, si vous voulez être bon, évidemment. Enfin, un maximum, quoi. Vous observez tous les secteurs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai compris depuis que je fais de l'investissement, et cela, évidemment, grâce à Warren Buffett. Et pour moi, il est évident que ça marche. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont dire faire du Benjamin Graham, c'est mieux. Moi, je veux bien. Je suis pas en train de contester ça. Voilà, Benjamin Graham, c'est peut-être une espèce de Beethoven, mais voilà, je suis pas sûr. Moi, Benjamin Graham, j'avais pas tout compris. Quand j'ai lu Warren Buffett, je me suis demandé pourquoi c'est pas lui qui a écrit Security Analysis, parce que franchement, entre les deux, voilà, le différentiel de niveau est absolument faramineux. Mais comme Benjamin Graham avait un ego surdimensionné, il voulait au départ faire une version de l'investisseur intelligent avec Warren Buffett.
mais quand Warren Buffett a écrit ce qu'il a écrit, en fait, Benjamin Graham, il a dit non, non, toi, t'écris pas. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de version de l'investisseur intelligent coécrite pardon, entre Warren Buffett et Benjamin Graham. Évidemment, celui qui a inspiré Warren Buffett a changé de philosophie, c'est Charlie Munger. Donc les gens qui disent que Charlie Munger n'est pas un bon investisseur, je ne sais pas ce qu'il fout dans l'investissement. En réalité, Charlie Munger, c'est le Mozart de l'investissement. Voilà. Beethoven, c'est Warren Buffett. Donc Beethoven, il a aspiré à ce qu'a dit Mozart et il l'a sublimé, évidemment. Voilà, c'est comme ça qu'il bosse. Donc ça, c'est un mec qui bosse dur. C'est un vrai businessman et investisseur. Warren Buffett, c'est évidemment un king dans sa discipline. C'est-à-dire, il est absolument extraordinaire. Voilà. Euh, mais voilà, il y a un artiste, c'est Charlie Munger, et comme vous savez, en fait, Charlie Munger n'est pas qu'investisseur. Si vous lisez pour Charlie Almana, vous voyez que Charlie Munger, c'est un philosophe de la vie, en fait. C'est quelqu'un qui est solide sur tous les domaines de la vie, contrairement à Warren Buffett. Et donc Warren Buffett, il reconnaît le génie de Charlie Munger et il dit, voilà, moi je vais prendre un truc chez lui, c'est celui-là, et je vais le sublimer parce que voilà, c'est moi, c'est ce que je voulais faire. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'ils s'entendent très bien, ils sont très complémentaires. Et ça, c'est des gens qui se parlent et qui s'écoutent l'un l'autre, en fait. C'est ça qui est sublime dans cette relation. Voilà, si vous voulez faire un bon business à deux, en fait, c'est comme ça que ça se fait, c'est-à-dire vous décidez qui est le Mozart, vous décidez qui est le Beethoven, mais quand Mozart parle, Beethoven, il écoute bien ce qu'il dit et ensuite il sublime l'idée dans le domaine qui l'intéresse ou même dans chaque domaine qui l'intéresse. Après tout, c'est pas interdit du tout. Voilà. Donc ensuite, je reviens sur le dernier investissement qu'on vient de dénouer, qui est Idorsia. Donc, je vous explique comment on a fait cet investissement et pourquoi on l'a fait à la base. Donc on a fait en beaucoup moins d'un mois, hein, juste, je sais pas moi, je sais même pas combien de temps, peut-être une semaine, 2 semaines. Je sais pas, hein, me demandez pas, ça m'intéresse pas. On a fait 12,5% de plus-value. Alors je vous explique comment on a fait. Donc moi je reçois les alertes SMS de Idorsia à chaque nouvelle qui sort de cette boîte, en fait, tout simplement. Pourquoi je me suis abonné aux alertes SMS de Idorsia quand ça sort? Parce que j'ai compris que si il y a quelqu'un qui un jour sort un vrai médicament qui marche, ça sera Martine Clausel, quoi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Voilà. Je les ai toutes regardées, les biotech. En fait, je suis passionné aussi de biotech. On dirait pas comme ça. Mais voilà, j'ai bien regardé le sujet. S'il y a quelqu'un qui sait faire des médicaments dans une biotech, c'est Martine Clausel. Le grand projet de Martine Clausel, c'est que les gens puissent quand même dormir tranquille quand même dans cette vie. Alors, je ne sais pas s'il faut faire ça à des médicaments, mais elle pense que oui, c'est un avis qui est respectable. Euh, Elle a le droit de penser comme ça. Je ne suis pas forcément d'accord, mais voilà, elle le fait comme ça. Elle sort un médicament qui marche contre l'insomnie. Je veux dire, il n'y a jamais eu un seul médicament qui ait jamais marché contre l'insomnie. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous vous réveillez avec le somnifère, soit vous êtes complètement endormi, soit en fait vous dormez pas assez. Donc ce qu'a dit Martine Clausel, c'est une chose très simple. Ça lui a pris 20 ans pour le réaliser, mais voilà, ça fait 20 ans qu'elle a observé. Elle a dit, bah, faudrait, en gros, qu'un somnifère, ça marche 8 heures, quoi, à peu près, ou 7 heures, 8 heures, je sais pas, on s'en fout. Une nuit normale, quoi. Et puis que ça arrête de marcher pendant la journée. Donc, attendez, là, si ça, c'est pas une scientifique, je sais pas ce qui est un scientifique. Voilà. Donc, Martine Clausel, elle dit ça, elle le fait. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui bosse et c'est quelqu'un qui a déjà sorti des médicaments qui marchent. Là, il y a une nouvelle qui sort. Le truc, il est approuvé là. Bon, attention, là, le meilleur médicament du monde vient d'être approuvé. Je traduis pour les débiles mentaux. Mais ça, en fait, vous n'êtes pas débiles mentaux, c'est évident, hein. Après, tout ça est évident. Voilà, excusez-moi si je suis pas vulgaire. Juste, ça permet aussi d'expliquer qu'à l'ASR français, on fait des choses simples et compréhensibles, quoi. C'est juste pour dire ça. Excusez-moi, hein. Donc ensuite,
Euh, donc, ce médicament vient d'être approuvé, ça c'est la nouvelle qui sort, et le cours il fait quoi? Moins 10%. Bon, ok. Là, moi je regarde, je me dis, ok, combien vaut un médicament qui marche chez la concurrence? Bon, quelque part entre 10 et 100 milliards. Vous voyez, je suis pas dans la précision, hein. Quelque part entre 10 et 100 milliards. Intéressant. Le truc, il est approuvé par la FDA, ils vont commercialiser, il est pricé 3 milliards. À peu près, hein. 3,5, genre s'en fout. Voilà. Je me dis, bon, ok. Ça, bon, si c'est pas x3, je sais pas, enfin, je comprends pas. C'est-à-dire, la plupart des médicaments qui sont des médicaments qui ne servent strictement à rien, ça price 10 milliards, 100 milliards. Là, il y a un truc qui est utile. Je veux dire, la plupart des gens sont inquiets. Il y a même Jennifer Aniston qui reconnaît qu'elle ne peut pas dormir. Je veux dire, si Jennifer Aniston reconnaît que parfois elle a du mal à dormir, vous imaginez le nombre de personnes qui, honnêtement, dans le monde, ont du mal à dormir. Si c'est pas la moitié de la population mondiale, je sais pas. Enfin, franchement, voilà. Et donc, on se dit ça sort. Ok. Et c'est que 3 milliards. Bon, ok. Bon, ça se tente, allez. Mais en plus, il y a une news qui est positive et ça fait moins 10%. Bon, là, il y a un truc que je comprends pas. Pourtant, moi, je suis censé quand même comprendre des choses. J'ai des expériences de vie, que j'ai étudié vraiment la folie humaine. J'ai étudié sérieusement, hein. J'ai étudié l'investissement. Les deux sont très liés, hein. Ce sont des domaines connexes. C'est pour ça que j'ai aussi étudié la folie humaine. Parce que quand on met un bitcoin à 40 000, franchement, je sais pas ce qu'il faut avoir dans la tête. Comme je vous l'expliquais hier, un bout de papier qui est posé sur une table, ça rapporte pas d'argent. Un bitcoin qui est posé sur un compte, c'est à peu près pareil. Bon. Mais on a le droit de penser le contraire. Voilà. Donc, moi, je comprends pas. Je dis juste, moi, je comprends pas. Mais là, franchement, il y a un news flow qui est positif, quoi. Enfin, voilà. Donc, normalement, là, ça devrait être une montée stratosphérique du cours de bourse. Bon, je me dis, ok, je vais tenter ce truc, parce que là, franchement, ça a l'air trop cool, quoi. Et puis, je vais le tenter sur une faible partie de mon patrimoine. Et puis, peut-être qu'il y a des gens à l'investisseur français qui ont pris la formation de l'investissement ultime, qui est une vraie formation, mais qui s'adapte au niveau de chacun. C'est-à-dire quelqu'un qui est aussi fort en analyse financière que Driss, bon, qui est sans doute aussi fort que moi, voire plus fort que moi en analyse financière, il vient se former. Là, il faut lui envoyer la supernova, c'est-à-dire je lui donne une arme qui est une arme de destruction massive, mais dans les bonnes mains, ça devient un chef-d'œuvre, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise ça bien, il fait x15 tous les ans, quoi. Donc voilà. Là, je partage un truc qui a de la valeur ajoutée pour quelqu'un qui connaît bien l'investissement. Voilà, pour d'autres personnes, c'est un autre contenu. Ça s'adapte vraiment à chacun. C'est-à-dire, on peut pas donner, je veux dire, on peut pas mettre une bombe atomique dans les mains de n'importe qui. C'est pas possible. Voilà, une bombe atomique pour bien l'utiliser. Voilà, on fait pas Hiroshima, Nagasaki. Nous, on n'est pas des barbares, hein. Je veux dire, larguer des bombes atomiques et tuer 3 millions de personnes, ça se fait pas. Pour moi, en tout cas. Euh, Là, on utilise les produits dérivés euh, dans les bonnes mains, quoi. Et peut-être, voilà, en plus, on prévient, attention, c'est une arme de destruction massive, tu prends 1000 euros, tu travailles 3 ans, tu es millionnaire. Un peu, bon, on ne le dit pas comme ça, en plus, on dit beaucoup plus soft, pour que, voilà, pour pas choquer les gens, tu travailles, tu testes, tu fais vraiment les pricing d'options correctement, tu prends bien tes échéances, tu regardes bien toutes les options, tu bosses, quoi, voilà. Et donc, avec Supernova, on bosse et on fait vraiment des rendements de dingue. Donc, voilà. Euh, on donne aussi ce genre de contenu à l'investisseur français, mais ça, c'est pas du business, ça, c'est de l'investissement à la Mark Spitznagel, des trucs comme ça. Donc, c'est des trucs qui sont en fait assez simples si vous savez vraiment analyser une boîte. Mais Driss, il a lu, ça se voit, hein, tous les contenus, l'investisseur français plusieurs fois pour comprendre comment on analyse une boîte. Donc là, on peut donner ça, quoi. Donc voilà, ça c'était un aparté. Donc quelqu'un comme Driss, il peut optionner mon trade, c'est-à-dire moi là, moi je fais des 12,5.
Si lui, il optionne correctement, il fait 125% dans la même durée, 2 semaines. Ok. Donc voilà, moi, je vous avoue, ça me saoule un peu de le faire. Donc maintenant, j'ai arrêté d'optionner et puis ça me fait plaisir que des gens comme Driss puissent me battre en investissement parce que ce sont des gens qui sont méritants. Mais voilà, comme ça, on peut optionner aussi les trades et on peut gagner plus d'argent sur la même thèse. Mais du coup, j'en reviens à ce news flow positif. Je me dis, de toute façon, là, c'est bon, on va attendre, parce qu'entre 10 et 100 milliards, bon, le temps qu'ils commercialisent, c'est 3-5 ans, on s'en fout. On fait, je sais pas, entre x3 et fois beaucoup. C'est acceptable, et puis c'est marrant de jouer autre chose que ce que j'ai déjà, de temps en temps, voilà, pour voir si je suis sain d'esprit, simplement, voilà. Donc, peu de temps après, bon, le cours monte un peu. Je sais pas trop pourquoi. Bon, peut-être que les gens ont fini par lire le news flow, ou peut-être qu'ils ont fini par écouter la conférence chez Morgan Stanley de Dorsia. J'en sais rien en fait. Je sais pas pourquoi le cours monte. Mais il monte. Mais à ce moment-là, il se passe un truc. Je trouve. Alors ça, c'est une boîte que j'admire depuis à peu près toujours, depuis que je fais de l'investissement. Donc un distributeur américain euh, que j'adore et je l'adore depuis très longtemps. J'avais envie d'acheter cette boîte depuis très longtemps. Parce que en fait, si vous prenez Value Line, il y a la lettre A. Donc dans la lettre A, on peut trouver par exemple Apple comme société intéressante à regarder. Et quand on lit la lettre B, on peut trouver d'autres choses. Voilà. Donc c'était pas très long pour la trouver. Et en fait, quand j'ai vu cette société pour la première fois, je me suis dit, ça c'est Mozart en business. Bon. Pourquoi? Euh, Il y a un distributeur aux États-Unis qui s'appelle Walmart. W quand même, il faut aller loin. Euh, Walmart, ça fait 18% de retour sur capitaux investis, à peu près 20%, on s'en fout. Là, il y a un truc qui fait plus. Mais pourtant, ça se la ramène pas. C'est pas le plus grand distributeur du monde. Quand je regarde l'offre, elle est bien meilleure celle de Walmart. Mais il se développe tranquille, pépère, machin. Donc, des gens qui se la ramènent pas, qui sont meilleurs que Walmart. C'est intéressant. Quand l'action est chère, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils en émettent. Ah, ils créent du cash à partir de rien quand l'action est chère. Pas mal, brillant. Donc ça c'est vraiment Mozart du business, quoi. Ok. Donc voilà, les gens ils ont créé, je sais pas, un réseau de 1000 et quelques magasins, on s'en fout, mais pas dans les détails, avec une offre meilleure que Walmart. Alors comment ils ont fait ça? Là, il faut rentrer un peu dans le business, essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, l'idée en fait, elle est simple. Je vous donne l'idée, je caricature, hein. C'est-à-dire, vous imaginez que comme Warren Buffett, vous aimez le Coca-Cola. D'ailleurs, c'est une boisson qui est assez bonne, surtout en bouteille de verre. Euh, Entre nous, hein, c'est pas grave, c'est juste mes goûts. Et ensuite, derrière, euh, vous, vous vous demandez en fait combien coûte une bouteille de Coca-Cola chez Walmart. Bah, comment vous faites pour savoir? Bah, vous allez dans un Walmart et vous regardez. Voilà, ça c'est Mozart en business. Ensuite, vous dites, tiens, comment je peux faire pour faire moins cher? Bah, je vais trouver un grossiste qui vend à Walmart. Ok. D'accord, donc ils trouvent, je sais pas comment, hein, mais donc peut-être ils font le tour de tous les grossistes, peut-être ils se renseignent chez Walmart à l'intérieur. On sait pas trop avec Mozart, on sait jamais hein, comment il fait, mais il doit trouver un grossiste qui vend au même prix qu'il vend à Walmart. euh, et là, le mec en fait, il va faire une ruse. C'est-à-dire, il va pas proposer tout l'assortiment des produits de Walmart parce que, par exemple, il se dit, il y a des produits, ça sert à rien. Moi, par exemple, je vais plutôt proposer des confiseries, du coca, des trucs qui sont sympas à consommer. Et voilà, c'est le genre de produit qu'on trouve dans ce genre de boutique. Et il se dit, tiens, et
Donc, il voit un méga pack de Coca, donc le prix est très discounté par rapport au prix de Walmart. Enfin, très discounté, j'exagère, hein. Le mec, il pose la question, hein, il dit bon, et si j'achète 2 méga packs de Coca, est-ce que j'ai un discount? Bon, on se dit naturellement, voilà, peu importe combien, on va dire à 10%, ou peut-être 3, hein, peut-être qu'il en achète 3, on sait jamais trop, hein. Là, faut faire le travail. Voilà, donc peut-être qu'il achète 3 méga packs de Coca, mais des très gros méga packs évidemment, et il a un discount de 10%. Voilà, il se démerde pour avoir son discount, je sais pas trop comment il fait non plus. Peut-être qu'il pose simplement la question, peut-être qu'il convainc le mec, enfin voilà, il fait le travail en tout cas. À la fin, du coup, il répercute genre la moitié de l'économie au client, et le client il peut acheter son Coca 5% moins cher que chez Walmart, mais à condition, par exemple, qu'il prenne 2 bouteilles plutôt qu'une, quoi, tout simplement. Donc le concept est limpide, simple, ça peut pas ne pas marcher, je veux dire, mais c'est raisonnable, vous voyez, c'est pas Costco où vous êtes gavé de Coca, c'est vraiment raisonnable. C'est-à-dire Costco, ils ont poussé ça encore plus loin. Mais Costco, c'est Beethoven, vous l'avez compris. Donc voilà, mais en termes de retour sur investissement, le retailer chez qui on investit fait beaucoup mieux que Costco en fait. Voilà. Sur le retour sur investissement non leveragé, on est à 30% dans notre retailer contre 7 chez Costco. Costco, pour compenser, utilise un leverage pour arriver à 24% de return on equity avec de la dette. Notre retailer est net cash, il fait plus de 30% de return on equity. Donc voilà, il y en a un, c'est Mozart, il se la ramène pas, il n'a pas envie de se la ramener. Et il y en a un, c'est Beethoven, quoi. Mais les deux sont très bien, en fait. Il n'y a pas de problème. Du coup, voilà, et là, il se passe un truc. Donc, il y a Mozart du business, qui est évidemment sur ma watchlist en très haute position. Enfin, Mozart du retail, parce que Mozart du business, ça veut rien dire. Mozart du retail, son cours, il dévisse de 30%. Là, c'est intéressant. Et là, je veux dire, la valo est ridicule. Je veux dire, vous achetez au capitaux propre un truc qui fait 30% par an, quoi. Donc, plus de 30% par an, en fait. Là, c'est très intéressant. Et là, Mozart, il fait quoi? Il dit, il convoque son board. Putain, il y a un DG qui ose convoquer son board. Là c'est courageux, là. Je veux dire, attention, là, il y a quelqu'un qui bosse. Même si on dirait pas trop, parce que personne ne le connaît. Et puis, ce retailer, personne n'en a rien à foutre. Ça pèse que 1 milliard de capi ou un truc comme ça, un peu plus. Voilà. Et le mec, ce qu'il leur explique quand même, c'est voilà, moi je voudrais acheter 20% de mes actions. Bon, évidemment, personne ne comprend rien dans un board. Quand on parle de rachat d'actions à un board de directeurs, je peux vous dire ce que ça fait. Vous avez les gens qui vous regardent la bouche bée, ce que j'ai fait chez Orca Exploration. Donc après, j'ai dû leur lire des lettres de Warren Buffett et leur expliquer encore 10 fois, ok? Donc c'est comme ça qu'on obtient un rachat d'actions quand on fait de l'activisme. Voilà, en expliquant que quand même je me suis déplacé de France pour vous voir, donc s'il vous plaît, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste m'écouter une fois? Vous faites ce que vous voulez après, mais voilà. Donc derrière, derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, le mec arrive à convaincre le board de voter pour sa résolution dans un meeting exceptionnel. C'est-à-dire, il leur a expliqué la chose suivante. Il leur a expliqué que s'il rachète ses actions, qui valent sans doute 3 fois le cours de bourse actuel. Si on prend une hypothèse de taux sans risque de 10%, bon, tout le monde sait que les taux sans risque actuellement c'est plutôt 0 que 10, mais c'est pas grave. Alors, il explique un truc comme ça. Il dit voilà, ça vaut 3 fois le cours. Donc là, quand je vais investir 1 dollar en rachat d'actions, là maintenant tout de suite, je vais créer 3 dollars de valeur. Sans rien faire, hein. Donc, quand vous avez des gens comme ça qui bossent dans une société, ça, c'est vraiment Mozart, quoi. C'est intéressant d'investir avec ces gens à court terme parce que immédiatement, ce mec-là va faire un retour sur investissement incrémental de 200%. Immédiatement, en fait. Voilà. Sur 20% de sa capi,
Donc franchement, alors bon, bien sûr, l'autorisation de rachat d'actions, il dit, ouais, on state pour acheter 20% de la CAPI, c'est pas sûr qu'on achète, dans un langage bien juridique évidemment. Euh, mais voilà, donc on a voté ça, c'est une résolution du board. Bon, tu parles, ces gens-là, c'est pas possible qu'ils rachètent pas en fait. Voilà, ils sont beaucoup trop bons pour ne pas racheter. Donc euh, leur management a l'air plutôt bien payé. Je veux dire, le CEO touche 6 millions et demi, etc. Mais faut comprendre aussi que Mozart, ça se paye. Hein, c'est pas, c'est comme ça. Bon, le CEO n'a pas créé ce business, mais voilà, il a fait des trucs pas mal. Il a monté le return on equity de 20 et quelques à 30, donc c'est bien ce qu'il a fait. Il a l'air d'être plutôt un bon opérateur aussi, il est complet, il connaît le rachat d'actions. Donc voilà, ça se paye, il n'y a pas de problème. Je veux dire. Et ça, c'est un truc où on vise peut-être x2, x3, voilà, on s'en fout, un peu comme ce que fait le CEO, quoi. Voilà. On se calque un peu sur la pensée du CEO, tout simplement. On se met à sa place, quoi. Ça s'appelle l'empathie. Et derrière, voilà, on espère que ça se passe bien et que le temps que notre autre investissement, qui est un Beethoven du business, évidemment, parce que lui, il fait. Alors lui, il s'appelle Sacha Vigna, juste comme ça. Lui, il fait 150% de return on equity non leveragé. Donc il est net cash, évidemment. Mais lui, il connaît rien à la finance, il connaît rien à l'allocation de capital. Il a fait HEC, c'est normal. Voilà, il a lu le Berniment, tout ça, quoi. Donc lui, ce qu'il connaît, c'est le travail. Voilà, il y a une bête de travail qui a décidé de travailler dans le retail et de faire quelque chose que personne n'a jamais fait en compagnie de son mentor Hervé Giaoui, qui est de faire un retailer profitable dans le meuble. Euh, alors, ils connaissent pas Nebraska Furniture Mart, mais sur Internet. Donc, il y a bien un retailer très profitable dans le meuble qui s'appelle Nebraska Furniture Mart et qui est peut-être meilleur qu'eux en fait. Mais il faut pas le dire, surtout pas. Et ensuite, ces mecs-là, voilà, ils ont décidé de faire ça sur Internet. Euh, c'est très respectable aussi. Il n'y a pas de raison de dénigrer ce travail. Et ils arrivent à faire 150% de return on equity. Je veux dire, ça, c'est absolument exceptionnel. Mais ce qui est génial avec les Beethoven du business, c'est que ces mecs, ils comprennent pas ça, en fait. Eux regardent les marges. Pourquoi? Parce que chez HEC, on regarde les marges, on regarde pas les retours sur capitaux investis. Donc, dans ce que vous apprenez en finance dans les cours français de finance, on vous apprend pas à comprendre le business, on vous apprend, je ne sais pas ce qu'on vous apprend en fait, je comprends pas, enfin, c'est-à-dire, euh, c'est, en fait non, vraiment, j'ai jamais rien compris. Heureusement qu'Warren Buffett existe, parce que s'il n'y avait pas Warren Buffett, j'aurais jamais compris. Et s'il n'y avait pas Charlie Munger pour compléter et expliquer par exemple que Costco, ils font des hauts retours en equity avec des marges lame de rasoir et que ça pose aucun problème. Je veux dire, lui, il le dit en une phrase, il y a plus que dans le Vernimen, quoi. D'accord? Donc, voilà, faut aller, faut chercher les meilleurs, faut essayer de prendre les idées des meilleurs, se les réapproprier, se les retravailler, les mettre à son niveau. Vous voyez, moi, je parle comme un enfant de 8 ans, à peu près, en niveau intellectuel, pour dire des choses qui ont du sens et qui peut-être vont inspirer certaines personnes. C'est ça qu'on essaye de faire avec ce français. Alors on pensait qu'on y arrivait bien sur les 10 dernières années, en fait on n'y arrivait pas du tout. Et donc c'est pour ça que je refais ce podcast. Vous voyez, donc il y a plusieurs façons de faire de l'argent en business. Là on a vu comment ça se passe dans le retail. Donc je vous ai donné Beethoven gratos, j'ai donné Mozart aux abonnés de l'investisseur français. Les deux vont faire bien, mais avec Beethoven, il va falloir attendre parce que Beethoven, il est un peu lent à la détente, c'est comme ça, mais il va battre Mozart, c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire 150% de return on equity. En fait, comme les profits, Beethoven, il a prévu de les augmenter dans 5 ans, forcément, il va aussi augmenter son return on equity. Donc en fait, son return on equity va augmenter, il va faire mieux que 150%, mais il comprendra, ça, il comprendra jamais rien, c'est pas la peine d'insister des fois, mais bon, on essaiera quand même. On va essayer parce que des fois, on y arrive. Je veux dire, chez Orca Exploration, on y est arrivé.
On y arrivait juste en allant à une AG, en fait, voilà, tout simplement. Et on avait en face des gens quand même qui ont respecté le fait qu'il y ait quelqu'un qui s'est déplacé spécialement pour les voir de France, qui a échangé vraiment avec eux sur leur business, sur leurs problématiques tanzaniennes, qui les a étudiées, tout ça. Ils étaient contents d'avoir quelqu'un qui s'intéresse réellement à leur business, qui est amical, qui les flatte un peu aussi. C'est-à-dire, voilà, j'ai expliqué à David Lyons, mais je dis voilà, il y a un nouveau management, mais il y a aussi d'autres gens qui travaillent, comme Andy Hanna dans la paillette, tout ça. Voilà, et que les équipes sont bien structurées, qu'ils sont performants. D'ailleurs, ça se voit, elles sont bien payées, mais c'est sûr que pour faire ces returns en equity là, dans le business des matières premières, bon, c'est forcément Mozart du business ici, c'est-à-dire c'est clair, c'est-à-dire personne ne fait le return en equity d'Orca Exploration dans un business de matières premières. Je veux dire, c'est du jamais vu, hein. Et tout ça en ayant zéro risque sur les prix de vente, hein. Donc, et tout ça en étant sympa avec l'État qui les accueille. Je veux dire, ils construisent des écoles, tout ça. Ils livrent du gaz gratos avant de prendre de l'argent pendant un certain temps. Donc, c'est bien fait. C'est vrai que opérationnellement, c'est parfait. Voilà, je leur ai expliqué où il vous manque juste l'allocation de capital. Voilà. Et ils ont compris, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, on fait des choses comme ça, l'investisseur français, et on essaye de faire comprendre l'investissement, le business, mais aux Français, c'est-à-dire ça, c'est un service qui est en France pour les Français, pour les Canadiens, aussi pour les francophones, partout dans le monde, comme on en a. Et voilà, on est très content qu'il y ait quelques personnes qui veulent bien payer encore ce service malgré euh, le fait qu'on a fait une erreur sur Sears Holding. Voilà, mais bon, soyez assurés que on a progressé aussi et en fait, on fait jamais deux fois la même erreur en fait. Vous voyez, donc si je me trompe encore, ce sera différent. Mais j'ai pas l'intention de me tromper. Là, j'en ai marre en fait. Voilà. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire investir sur des business top qualité avec des Mozart et des Beethoven. Euh, c'est ce qui est prévu et c'est ce qui est déjà fait. Et ensuite, voilà, on va prendre une résolution nouvelle aussi. C'est que moi, je pars du principe qu'on n'a rien à prouver à personne. On s'en fout. On ne publie plus nos performances de portefeuille. Voilà. On ne les publie plus. Je pense qu'on va très bien performer sur la décennie qui vient, mais on s'en fout. Ce qu'on va faire, par contre, c'est on va commenter nos trades un par un. Voilà, comme je vous ai commenté le trade Idorsia, on a fait plus 12,5. Alors, on a vendu Idorsia. Alors là, sacrilège, on a vendu Idorsia à une valeur où c'est sous-évalué. Pourquoi on a fait ce sacrilège? Bah parce que quand vous avez un mec qui est là et qui dit moi je vais racheter 20% de la capi et ça va faire un rendement immédiat, hein, de plus de 100%, bah moi je préfère un rendement immédiat de plus de 100%, enfin immédiat, le temps qu'ils rachètent leurs actions, quoi. Mais bon, c'est quoi? C'est un trimestre, deux trimestres, on s'en fout. Ok, pour moi, ça c'est immédiat. Donc le mec, il veut faire 200% sur son retour en capitaux investis incrémental sur les trimestres qui viennent. Bon, Idorsia, va falloir qu'ils développent leur canal de vente pendant 3-5 ans. Donc pour l'instant, on s'amuse un peu avec Mozart dans le retail. Derrière, on va peut-être revenir, je sais pas. Enfin, on vit au jour le jour, on s'amuse, on teste des trucs, on reste de toute façon majoritairement investi sur Beethoven dans le business. Je l'ai dit, ventoline.com, hein, voilà, j'insiste pas. Euh, et derrière, voilà, il advienne que pourra, et on n'est pas inquiet, les cours de bourse peuvent bouger. De toute façon, on vit dans un monde où un Bitcoin vaut plus qu'une société. Donc franchement, les gars, je sais pas si c'est un asile, mais moi, ce que j'ai vu
en termes de folie, dans un asile, c'est beaucoup plus normal que ça, en fait, hein. Voilà, donc c'est aussi très intéressant d'observer ce qui se passe dans les asiles, parce que quand vous voulez comprendre un marché financier, vous comprenez rien. Ça peut être intéressant de faire un test pour voir si vous êtes sain d'esprit. Donc vous faites vous faites interner, quoi, et derrière vous regardez ce qui se passe. Donc c'est assez intéressant, je veux dire, ça c'est de la psychologie des foules, tout ça, c'est très 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 intéressant. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le business, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.